Bienvenue sur l'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard, et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité. Par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, à s'engager, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Je suis là dans votre bureau aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes en plein débat sur l'Ukraine. Merci de me faire le plaisir de vous être libérée. Alors vous êtes une femme politique française. Vous avez été élue en 2014, conseillère municipale de Magny-les-Hameaux et en même temps conseillère de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes élue aussi députée des Yvelines en 2017. Et en 2021, vous êtes élue conseillère régionale des Yvelines. Vous êtes présidente déléguée du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes une toute jeune femme politique française, mais en même temps, ça fait très longtemps que vous êtes engagée en politique. Je voulais savoir, tout de suite, comme ça d'emblée, qu'est-ce que représente la politique dans votre vie ? Oula, c'est la question. Moi, je me suis engagée en effet très tôt. J'avais 16 ans, dans un moment où finalement, c'était pas si habituel que ça qu'on adhère à un parti politique. Bon, je suis pas sûre que ce soit plus naturel aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à mon âge, finalement, je me sentais un peu seule, un peu isolée dans cet engagement. Ça paraissait un peu iconoclaste. C'était un contexte très particulier, qui était le contexte des élections présidentielles de 2002. Et donc, pour ma génération, ça a été un fait extraordinairement marquant. C'est-à-dire que c'était la première fois que l'extrême droite accédait au second tour d'une élection présidentielle. Et je le rappelle parce qu'en fait, on s'est tellement habitué à ce que ce soit le cas, on a tellement banalisé finalement la présence de l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Dans celle qui vient, on a même une concurrence pour savoir quel candidat de l'extrême droite serait le numéro 2 de cette élection. Pour nous, ça n'était pas habituel. Pour nous, ça n'était pas banal. Et ça a marqué une génération, qu'elle se soit engagée à gauche, à droite, au centre, peu importe. Mais en tout cas, on avait cette nécessité presque, pour beaucoup quand même d'entre nous, de s'engager. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Il y avait une forme de sidération de ce qui était en train de nous tomber sur la tête. Je me souviens vraiment d'ailleurs du moment où on regarde la télévision avec mes parents, ce moment où on regardait le 20h pour avoir les résultats. Ça paraît un autre moment. Je me souviens de ma mère qui pleure, je me souviens de mon père très en colère. Et moi qui me fais cette réflexion en me disant mais si Jean-Marie Le Pen est au second tour, c'est-à-dire que je connais forcément des gens dont les parents ont voté Le Pen. Et ça me paraissait inconcevable. Mais nécessairement, ça veut dire qu'1 sur 5 qui avait voté Le Pen. Et donc le seul moyen de réagir un peu à ça, comme je ne pouvais pas voter, c'était quelques mois après, au moment de la création à l'époque de l'UMP, de m'engager et d'adhérer à un parti politique. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc la politique, pour moi, ça a été une évidence, une nécessité, alors que j'avais aucun référentiel dans ma famille ou même dans l'entourage de mes parents. J'avais jamais rencontré même un conseiller municipal. Donc c'était un monde qui m'était étranger, mais qui m'était familier parce que mes parents ont toujours fait vivre le débat à la maison. Les débats présidentiels politiques ont toujours accompagné quand même notre quotidien. Je les ai toujours accompagnés dans les bureaux de vote dès mon plus jeune âge. Et cette acculturation, elle est quand même, à mon avis, extrêmement importante ensuite dans l'engagement qui a été le mien. Donc, parce que vos parents, oui, donc, étaient engagés. Alors, vos parents sont acteurs, comédiens. Ils sont comédiens, tout à fait. Donc, sont déjà engagés. Parce que quand on fait... Ils n'ont jamais adhéré à un parti politique. Maman a fait un peu la première campagne de Mitterrand, elle a dû coller 3 affiches. Mon père a été par contre très engagé en mai 68, pas syndicalement, il était au Conservatoire d'art dramatique de Paris à ce moment-là. C'était un moment qu'on fantasme un peu d'ailleurs dans l'imaginaire, mais pour mon père ça a été un moment très violent. C'est des mouvements aussi d'extrême droite qui ont cherché à envahir le Conservatoire, il a dû défendre le conservatoire, il m'a raconté un certain nombre d'épisodes. Sa mère a dû venir le chercher au commissariat. Enfin, donc oui, il y a tout cet imaginaire très romantique sur mai 68, mais enfin, ça a aussi été un moment de violence et un moment difficile. Donc il y a eu, si vous voulez, à mon avis, comme beaucoup de Français, une vraie conscience politique, un vrai amour en vérité de la politique, mais sans jamais avoir eu un engagement militant
sans jamais penser, par exemple, à devenir élu, à se présenter. Et je veux dire, c'est pas un milieu du tout qu'on connaissait ou qu'on fréquentait. Pour vous, la politique, c'est un métier, c'est une passion ou c'est un sacerdoce ? Alors, je souhaite pas que ce soit un métier. Moi, j'ai pas vocation à y rester 30 ans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, et puis on ressort les images ou les enregistrements 30 ans après. Ils ont été plus jeunes députés, plus jeunes maires, et puis en fait, ils sont toujours là 30 ou 40 ans après. Donc, pour moi, un métier, si c'est dans le sens de construire une carrière et d'être là pendant 30 ans, je crois que c'est pas sain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun Français qui reste au même niveau, dans la même entreprise pendant 30 ans. Alors, c'est pas une entreprise, mais il faut un moment qu'il y ait des parcours de vie, de la même manière que les Français ont des parcours de vie professionnels. Donc pour moi, c'est pour cette raison-là que j'appellerais pas ça un métier. Après, il y a des compétences à acquérir, il y a des connaissances à acquérir, il y a des codes aussi à acquérir de manière évidente. Ça se construit. Mais non, c'est pas un métier ou une carrière. Mais aujourd'hui, c'est votre seul métier. Vous faites pas un métier à côté ou parce que je sais que vous avez été engagé dans une société de communication, dans une agence de communication. En fait, j'ai travaillé pendant dans vous avez été cadre, différentes. Et j'ai toujours souhaité d'ailleurs, parce que j'avais un engagement militant. C'est pas toujours le plus simple d'ailleurs de concilier engagement militant et vie professionnelle. Mais j'ai toujours souhaité être indépendante financièrement de la politique. Je voulais pas être collaboratrice parlementaire et engagée par ailleurs en me disant à un moment, si j'ai pas les mêmes positions que celui qui m'emploie, est-ce que j'aurai le droit de les défendre ? Et j'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui ont toujours su mon engagement au moment où ils m'ont recruté, je l'ai jamais caché, et qui donc l'ont respecté et ont accepté. Après, évidemment, j'avais aussi un engagement que je pense et j'estime être respectable. Peut-être que dans un autre parti ou avec d'autres positions, ça aurait été aussi plus compliqué, mais il faut aussi assumer qui on est. Après, pour des raisons évidentes de temps, par les sacerdoces, ce qui est certain, c'est que quand vous faites vraiment de la politique, vous le faites pleinement, vous le faites pas à moitié, vous n'êtes pas aux 35 heures par semaine. Donc voilà, moi, quand je suis devenue députée, je me suis dit ça peut ne durer que 5 ans. Si ça ne dure que 5 ans, c'est pas grave, mais ça veut dire que ces 5 ans, ils auront été utiles. À la fois, ils auront été utiles par les convictions que j'aurais essayé de porter, ils auront été utiles localement, ils auront été aussi peut-être un peu égoïstement utiles pour moi, c'est-à-dire avoir le sentiment de l'avoir été. Donc c'est pour ça que oui, quand on le fait, on se donne pleinement, ça laisse beaucoup moins de place au reste, mais c'est vraiment un choix. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que ce soit un temps de vie et que ce soit pas toute la vie. Vous pensez que c'est ça qui vous a poussé à vous lancer en politique, c'est de vous sentir utile ? Oui, c'est se sentir utile, de se dire qu'on est là où les décisions se prennent, et au-delà d'être là où les décisions se prennent, être l'un de ceux qui peuvent prendre des décisions. Et je crois que la vraie raison aujourd'hui de la désaffection pour la politique, de l'abstention, c'est qu'on a l'impression que les politiques, ils ont plus de pouvoir sur le cours des choses. Parce que parfois aussi, on l'a trop dit. Combien de fois on a entendu des hommes ou des femmes politiques dire « Ah, contre le chômage, on a tout essayé » ou « De toute façon, on ne peut pas agir sur ce sujet » ou « C'est pas de notre responsabilité », etc., etc. Mais à force de dévaluer le pouvoir politique, il ne faut pas s'étonner que les Français se disent si vous-même vous dites que vous ne servez plus vraiment, que vous n'êtes plus aussi utile que vous l'étiez auparavant, pourquoi on se déplacerait ? Pourquoi on irait voter ? Moi, je crois profondément à l'utilité de la politique. De facto, les décisions qu'on a prises, d'autres partis, d'autres responsables politiques en auraient pris d'autres. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, on a un impact sur le cours de la vie des Français, que ce soit des décisions économiques, que ce soit des décisions éducatives, l'avenir de notre recherche, de l'université, moi je travaille beaucoup sur la culture, enfin, on peut prendre plein d'exemples de décisions et de chemins qui auraient pu être très différents en fonction de ceux qui ont pris ces décisions-là. Et donc ça démontre bien quand même l'impact qu'on peut encore avoir et l'impact qu'il faut qu'on revendique. Et je pense que c'est peut-être cet équilibre-là qu'il faut trouver, c'est-à-dire il ne faut pas donner le sentiment que, quel que soit le président de la République, le simple fait d'élire un président de la République suffit à régler tous les problèmes du pays. Ça, ce serait mentir. Mais il ne faut pas se déconsidérer en disant « Vous savez, tout ça, finalement, on n'y peut pas grand-chose. On y peut beaucoup. Et c'est donc notre responsabilité de le démontrer et aussi d'être digne de notre mandat, qu'on soit maire, conseiller départemental, régional, député, enfin, quel que soit le mandat, on a une responsabilité qui est quand même extrêmement lourde. Est-ce que vous pensez que la politique, c'est aussi une passion ?
Ah oui, moi, ça c'est clairement une passion. Et ça, quelque part, ça s'explique pas. Moi, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu as voulu faire de la politique? C'est très difficile de l'expliquer, en fait. C'est pas toujours très rationnel, d'ailleurs. On peut, après, de manière rationnelle, expliquer le parcours politique qui était le nôtre, l'engagement, le parti qu'on a suivi ou non, les décisions qu'on a prises. Mais il y a eu des faits générateurs, dont celui dont je vous ai parlé en 2002. Mais cette espèce de passion pour la politique, ça s'explique pas vraiment. Mais est-ce que c'est si différent d'un gamin de 7 ans, 8 ans qui vous dit « moi je veux être médecin » alors qu'il a aucun soignant dans sa famille? Voilà, c'est comme ça, c'est en lui, ça l'anime. C'est ça qu'il a envie de faire plus tard dans sa vie. On peut prendre d'autres exemples. Moi, c'était ça, depuis le tout jeune âge. Et je sais pas expliquer réellement pourquoi. Je sais que c'était là et qu'après, j'ai fait en sorte que ce soit possible. Est-ce que vous pensez que la politique, ça abîme? C'est difficile de répondre à cette question. Ce qui abîme, c'est probablement cette déconsidération dont je vous parlais. Ce qui abîme, c'est la violence dont on fait trop souvent l'objet aujourd'hui. Et là encore qu'on a banalisé. C'est-à-dire que même nous, au fur et à mesure, notamment de la violence qui s'est exprimée pendant les mouvements dits des Gilets jaunes, on en est venu à se dire, après tout, ça fait partie de notre job. C'est pas vrai. De la même manière que les policiers ne sont pas là pour servir de gilet pare-balles à la société, nous non plus. Les maires, notamment, qui ont fait souvent l'objet de violences physiques, ne sont pas là pour être les paravents de la société, les gilets pare-balles. Mais nous, c'est pareil en tant que parlementaires. Et rien ne le justifie. Quand ceux qui osent dire qu'il y a une violence d'État et que cette violence d'État justifierait la violence physique dont on fait l'objet, déjà qui démontre la violence d'État. La violence d'État, c'est ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en Russie. Donc, ce serait bien que des mots qui ont parfois été employés, dont certains ont abusé, qu'on voit de la liberté, etc., se réinterrogent par rapport à ce qu'on est vraiment en train de vivre aujourd'hui en Europe. Mais oui, ce qui abîme, c'est peut-être ça. Ce qui abîme, c'est d'ouvrir les réseaux sociaux et de voir qu'on se fait insulter quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Ce qui abîme, c'est quand j'ai ma mère qui malheureusement veut regarder ce qui se passe sur Twitter. Et oui, parce qu'elle, ça l'atteint. De voir sa fille se faire insulter, en plus quand on est une femme, dans des termes qui sont toujours les mêmes que pour les hommes, de manière évidente. Donc oui, ça abîme forcément. Et comment vous vous êtes endurcie, vous qui avez commencé très jeune, qui êtes rentrée dans la politique très jeune, comment vous avez réussi justement à vous endurcir, à prendre du recul face à tout ça, en fait, cette horde de... Je pense qu'il faut avoir une vraie force, pour le coup, intérieure, parce que sinon, je pense qu'on résiste pas très longtemps. Il y a ça, et puis je pense qu'il faut trouver un équilibre à l'extérieur de la vie politique. La vie politique, par définition presque, elle ne vous équilibre pas. Parce qu'il y a forcément des aléas. Parce que je suis députée aujourd'hui, je peux ne plus l'être dans quelques semaines. Raison pour laquelle aussi, à mon avis, il faut éviter de faire des plans de carrière. Parce que parfois, vous espérez être nommé, puis vous l'êtes pas. Parce que, bref, il y a plein de circonstances, tellement de circonstances qui vous malmènent, ou en tout cas qui peuvent un peu vous brinque-baller comme ça dans le flot politique. Vous avez intérêt à trouver votre équilibre ailleurs, dans votre vie familiale, dans les sources aussi d'autres passions, d'autres plaisirs que vous pouvez avoir. Mais je pense que ça, c'est assez essentiel. Et ça se voit quand même beaucoup dans les hommes ou les femmes politiques aujourd'hui, je trouve, c'est-à-dire ceux qui inspirent aussi de la confiance, de la sérénité. C'est en général ceux qui, encore une fois, ont réussi à avoir cet équilibre-là et à le structurer. Ce qui n'est pas simple, parce que notre temps, il est tellement dédié à la vie politique que c'est pas toujours simple d'en isoler pour autre chose. Surtout quand c'est une passion. Surtout quand c'est une passion, en échelle. Pardon, je vous coupe, quel est votre équilibre à vous ? Justement, sur quoi vous vous appuyez pour arriver à être sereine et... Un équilibre vraiment familial. Déjà, j'ai la chance d'avoir mes parents. Et ça, c'est très, très, très structurant dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a des débats parfois très, très vifs. Mais voilà, le fait de savoir que mes parents, quoi qu'il arrive, vous soutiennent, sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Vraiment, là... et puis, Vous avez des idées politiques différentes de vos parents ? Alors, on s'est réconciliés vraiment avec... Alors, ils avaient voté comme moi Nicolas Sarkozy, mais la vraie réconciliation, je vais dire, politique, c'est Macron. Mais je crois que Macron a apaisé beaucoup la vie des familles, d'un certain nombre de familles. Je ne sais pas vous, mais dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de copains qui, dans leur couple, ont dit que c'est la première fois qu'on vote de la même manière. Parfois, d'ailleurs, on ne se le dit même plus pour qui on vote dans certains couples, dans certaines familles, parce qu'on a peur des débats. Alors, moi, dans ma famille, on n'a jamais eu peur des débats.
Et la politique a fait partie de débats très très animés. Mais oui, mes parents sont un point d'ancrage qui est absolument essentiel. Mon compagnon, évidemment, aussi. Puis des amis qui sont en dehors, qui sont ailleurs. Essentiellement une évidence comme étant une réponse politique à cette crise démocratique qu'on peut vivre, aux inégalités sociales, territoriales. C'est pas juste des grands mots. C'est concrètement, on voit, quand on a eu la chance, comme moi, d'être élevé par des parents qui sont comédiens. Et donc, dès mon plus jeune âge, d'avoir accès aux livres, d'avoir accès au théâtre, d'avoir accès à la musique, au spectacle, au cinéma, je sais à quel point ça a été une chance inouïe. La question du langage aussi, je sais que j'ai eu, dès le plus jeune âge, accès à un vocabulaire auquel peu d'enfants ont accès, trop peu d'enfants ont accès. Et c'est très discriminant d'ailleurs, entre les familles. Et je veux pas, en fait, que cela ne repose que sur la naissance ou sur le hasard de la formidable rencontre que vous faites à un moment avec un enseignant, etc. Il faut que tous les enfants aient accès à ça. Valoriser et soutenir ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, se dire qu'à un moment, ça peut pas juste reposer, encore une fois, sur le hasard de la rencontre ou la chance, encore une fois, de la naissance ou la situation géographique ou sociale qui est la vôtre. Il faut vraiment que tout le monde en bénéficie. Et ça, c'est une vraie passion qui m'anime parce que je sais la chance que j'ai eue, je vois ce que ça m'a permis, en fait, tout simplement d'exprimer. Et je vois aussi, au contact de beaucoup d'artistes, de beaucoup d'associations culturelles, ce que ça permet chez les enfants. Ce que ça ouvre en termes d'état d'esprit, en termes d'émancipation, aussi pour des enfants qui peut-être auraient plus de difficultés scolaires ou familiales. Enfin, bref, je peux en parler longtemps. Mais oui, ça, c'est une vraie passion. Et puis, la chance, c'est qu'on a une vie artistique très riche dans notre pays. Donc, elle est multifacette. Pour revenir à votre parcours, vous avez un long parcours politique qui a été, j'ai cité vos succès, mais avant d'arriver, de réussir, vous êtes passé par des défaites, voilà. Et je voulais savoir, ce qui est fantastique, parce que justement, c'est parce que on prend plus de plaisir quand on réussit. Et comment est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez pris du recul, est-ce que vous avez réfléchi, comment est-ce que vous avez transformé vos faiblesses en force? Comment est-ce que tout d'un coup, les planètes se sont alignées, fait que vous étiez à la bonne place au bon moment et que ça s'est transformé en... C'est pas facile de répondre sur comment j'ai fait pour être à la bonne place au bon moment. À un moment, il n'y a pas un côté, une liste des facteurs clés de succès comme on l'a dans une entreprise, etc. Ça marche pas comme ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça du tout que j'ai vécu mon parcours et que je le vis aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que vous avez cité mon premier mandat, j'étais conseillère municipale d'opposition, parce que j'ai perdu les municipales en 2014. C'était ma première élection, c'est la première fois que j'étais candidate sur mon nom, et puis en plus, les municipales, vous embarquez une équipe avec vous. Et moi, on était 29 colistiers, et les 28 autres, à part 2 exceptions, n'avaient jamais eu d'engagement politique préalable. Jamais. N'avaient jamais eu un mandat électif. Et donc, vous avez aussi cette responsabilité de chef d'équipe, d'avoir engagé avec vous des hommes et des femmes, des citoyens qui n'auraient peut-être pas pensé, voire certainement pas pensé à l'engagement, si à un moment on ne s'était pas croisés ou rencontrés. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le moment de la défaite, qui est objectivement une défaite honorable dans une ville qui est toujours très ancrée à gauche, avec une union de la gauche, Mélenchon, Écolo, PS. Mais c'est vrai que quand vous faites campagne pour gagner. Donc vous n'imaginez pas la défaite, sinon vous n'y allez pas. Vous ne pouvez pas être candidat à une élection en disant j'y vais, mais bon, je sais de toute façon c'est paumé. Enfin, ça marche pas. Même quand ça paraît complètement invraisemblable, vous y allez quand même en disant à un moment je vais réussir, je vais transformer. Et bon, arrive cette défaite, et j'ai réalisé en fait ce soir-là déjà qu'on s'en remet. Ça peut vous paraître bête dit comme ça, mais à un moment dans la campagne, je m'étais dit mais mon Dieu, si jamais j'échoue, comment ça va se passer, etc. En fait, on s'en remet. Et on s'en remet justement quand on a un équilibre. Moi, j'avais une vie professionnelle à côté, donc je ne dépendais pas de la vie politique tout simplement pour vivre. Ça, c'était quand même extrêmement important. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je sais que si demain, je ne fais plus de politique, j'ai heureusement des compétences, des connaissances, au-delà de mes diplômes, qui font que je sais faire d'autres choses. Et ça protège aussi par rapport à ceux qui, à mon avis, n'ont eu que ce type de parcours-là, où tout d'un coup, il peut y avoir une forme de gouffre ou d'angoisse en disant mais qu'est-ce que je peux faire d'autre puisque je n'ai jamais fait que ça. Ça vous donne conscience, ça vous équilibre, ça vous rassure en fait de savoir. Moi je pense que c'est très structurant d'avoir acquis des compétences, pour le coup des vrais métiers où on se dit à un moment si ça marche pas, je sais qu'à un moment encore une fois financièrement j'en dépends pas.
Et on a vu beaucoup, parfois trop souvent, des élus aussi rester en poste parce que financièrement, ça devient un enjeu. Ce que je peux comprendre, parce que vous avez voué votre vie à ça. On a aussi du mal, encore une fois, à valoriser l'engagement. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, je le vois même dans le précédent mandat, des personnalités politiques qui ont été parfois membres du gouvernement de François Hollande. C'est pas mes idées, mais enfin, il y avait quand même des gens de qualité dans ce gouvernement qui ont eu du mal à se repositionner. Beaucoup de parlementaires aussi, parce que la vague a été très puissante. Et donc, le groupe socialiste, qui était un groupe très majoritaire, a été réduit à peine 30 députés. Donc, vous imaginez à un moment l'impact que ça a. Et c'est pas normal que ce soit si peu valorisé. La question, c'est pas tant les convictions à ce moment-là. C'est quand même, est-ce qu'il n'y a pas des compétences acquises par quelqu'un qui aura été ministre, qui aura été député pendant 5 ans, qui mérite que la société peut-être s'interroge en disant est-ce que ça vaut pas le coup qu'on laisse quand même de la place et une chance à ceux qui, à un moment, ont quand même servi quelque part l'État ou les Français. Et ça, on a quand même vraiment du mal, je trouve, à le faire dans notre pays. Quelles sont pour vous les compétences justement qu'on acquiert en tant que député ? Mais il y a des compétences techniques. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que moi, je fais Sciences Po Paris, donc vous avez quand même heureusement une formation initiale sur du cours de droit constit, de droit communautaire, de droit civil. Donc ça aide un peu à vous diriger. J'avais eu la chance de connaître un tout petit peu cette maison parce que j'avais fait des stages, tout simplement à l'Assemblée nationale en parallèle de mes études. Forcément, vous pouvez acquérir déjà ces compétences qui sont des compétences techniques et juridiques qui sont quand même essentielles. À la fin, vous faites et vous votez la loi. Donc, il faut bien quand même que vous puissiez vous y plonger. Donc, quand je travaille sur la réforme de l'audiovisuel, je me plonge aussi dans le droit de la régulation, dans le code de la propriété intellectuelle. Moi, quand je travaille, je veux connaître les sujets sur lesquels je travaille. Je ne veux pas juste me reposer sur une équipe ou sur des administrateurs qui sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui sont de qualité invraisemblable, vraiment sont de très très grands fonctionnaires. Mais voilà, il y a déjà ces compétences-là, et puis après, c'est difficile après à jauger ou à juger. Vous, qu'est-ce que vous avez appris ? Quelles sont les compétences que vous avez développées ? Alors, vous avez fait Sciences Po, et puis vous avez aussi un master en affaires publiques. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous avez appris là ces 5 dernières années ? Moi, j'ai été passionnée vraiment par le travail que j'ai fait en circonscription. Et c'est vrai que là-dessus, on a un peu un regard qui est parfois paradoxal en tant que citoyen. D'un côté, on veut nos députés très présents à l'Assemblée nationale, et dans le même temps, on veut aussi qu'il reste des relais et des repères dans les territoires. Alors oui, on peut toujours se dire... Enfin, mon père m'engueule là-dessus en me disant mais c'est pas ton job, etc. Je dis, en fait, tu considères peut-être que c'est pas mon job parce que c'est vrai que c'est pas écrit dans la Constitution comme ça, mais de facto ça l'est. De facto ça l'est parce qu'on est le recours de plein de citoyens qui savent plus vraiment à qui s'adresser. On est parfois le dernier recours parce qu'on a épuisé d'autres voies, parce qu'on a parfois aussi des difficultés vis-à-vis de nos administrations. Et heureusement, on a remis des fonctionnaires moins dans les centrales, mais dans les départements. Parce qu'à un moment, quand on ne sait pas prendre rendez-vous à la CNAV, à la CPAM, etc., qui vous venez voir ? En fait, vous venez voir votre député. Parce que c'est facile de trouver votre député, de vous faire identifier auprès de lui. Et donc, moi, c'est environ une centaine de personnes chaque mois qu'on a accompagnées sur des sujets d'ordre extraordinairement différents. Et ce que j'ai essayé vraiment souvent de développer, c'est... alors, je ne sais pas quelles compétences il faudrait nommer, mais c'est d'arriver en permanence à mettre en relation les gens. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était assez fou, c'est-à-dire que très souvent, entre chefs d'entreprise, j'ai organisé des job dating. Oui, en effet, là, pas du tout ma mission initiale. Mais ça s'est produit comme ça, parce qu'à un moment, j'ai des délégués syndicaux qui viennent me voir, grosse boîte, dépôt de bilan, elle n'était pas reprise, on était 2 jours avant Noël, et qui me contactent en me disant, voilà, la boîte, c'est sûr qu'elle est morte. Par contre, il y a un peu plus de 100 salariés, on a besoin que vous nous aidiez. Je dis, ok, très bien, qu'est-ce que je peux faire ? Il me dit, vous connaissez forcément des entreprises, aidez-nous à nous reclasser. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors oui, c'est pas dans ma feuille de route, dans ma mission initiale en tant que députée. Ce que j'ai fait, c'est que oui, on les a reformés, parce que c'était des gens qui avaient souvent fait leur carrière depuis 20 ou 30 ans dans une boîte, donc faire un CV déjà, en fait, ils avaient jamais fait ça entre eux. Donc on a fait des sessions de formation pour leur redire, pour reprendre confiance en eux, pour comment on fait un CV, comment on se présente en entretien. Et après, j'ai fait venir toutes les boîtes de la circonscription dont je savais qu'elles recrutaient ce type de compétences. Et on a réussi à reclasser ces personnes. Donc ça, c'est concrètement des missions que j'ai faites.
Alors, je ne sais pas quelle est la compétence encore une fois, que ça convoque, mais je sais que c'est ça qui est devenu mon travail au quotidien. Et la compétition, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la compétition? Il y a forcément de la compétition quand vous faites de la politique. Il y a une compétition d'abord parce qu'il y a une élection. Et dans quelques semaines, à nouveau, si je me représente, j'aurai des candidats face à moi. Et donc, vous avez déjà cette première compétition-là, quelque part. Et puis après, vous pouvez avoir des compétitions internes, vous allez avoir des élections internes, j'en ai eu dans le mandat. Enfin, c'est la vie. Après, la question, c'est encore une fois au service de quoi vous le placez. Est-ce que c'est parce que parfois, ça fait déjà un peu à somme nulle, quand même, ce type de compétition, surtout en interne. Donc, pour avoir bien suivi de très près la primaire LR en 2016, j'étais dans l'équipe de campagne d'Alain Juppé, je sais à quel point c'est délétère, en fait. Je suis persuadée, et je le vois aujourd'hui, c'est pas une primaire, c'est un congrès, enfin ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que ces modes de sélection prétendument participatifs, au-delà du fait que vraisemblablement ils sont très souvent biaisés, ça laisse des traces qui sont assez irréparables en fait entre les différents protagonistes. Et ça oblige justement à créer de la compétition, ça oblige à vous distinguer, ça oblige à démontrer quelles sont vos différences, alors même que vous êtes censé être au service des mêmes convictions et du même parti politique. Donc je trouve que c'est un jeu assez dangereux. Et d'ailleurs, on l'a vu la dernière fois, je pense qu'on le verra cette fois-ci. À chaque fois que des candidats sont passés par ce système de sélection, ils ont échoué. Donc je ne suis pas sûre qu'on sélectionne les meilleurs, je ne suis pas sûre qu'on sélectionne sur les bons critères, mais je crois que ça laisse beaucoup de traces. Donc oui, c'est une compétition, voilà. On ne peut pas faire de la politique sans qu'il y ait une forme de compétition. Mais il faut être très vigilant quand cette compétition, elle s'exprime en interne, parce qu'elle laisse des traces très durables. Donc vous n'aimez pas la compétition, vous n'êtes pas pour, vous seriez pas... Moi j'aime la compétition, enfin, je n'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème à l'école avec la compétition, ce genre de choses. Mais pour moi la compétition c'est d'abord, en fait ça s'appelle l'élection dans la vie politique. Le juge de paix c'est l'élection. Et c'est très violent et très injuste. Moi je suis très lucide sur le fait qu'en 2017, on a battu des députés qui ne méritaient pas de l'être. Voilà, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que ceux qui les ont remplacés sont moins bons. Mais ça veut dire qu'on a aussi battu des parlementaires qui étaient très présents ici, très respectés, qui avaient fait un travail de qualité, après on n'a pas les mêmes convictions, et qui avaient fait aussi le travail localement. Mais pourtant ils ont été battus. Parce que les Français ont eu un vote de cohérence, qu'ils ont donné une majorité au président de la République nouvellement élu, qu'ils ont amplifié la dynamique. Donc il faut aussi avoir cette humilité-là. Et c'est pour ça que je le disais au début, quand je suis devenue députée, je me suis dit ça peut ne durer que 5 ans. Et c'est pas un drame absolu si ça ne dure que 5 ans, parce qu'il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'à un moment, vous n'êtes pas réélu. Et je crois qu'il faut avoir ça en tête, se dire que, j'en ai souvent parlé avec Roselyne Bachelot, dont je suis proche, enfin, voilà, ici, on est sur un CDD très précaire. Voilà, cette maison, elle ne nous appartient pas, on est de passage. Il faut vraiment, vraiment le garder à l'esprit, parce que sinon, je pense que, je ne sais pas si on peut disjoncter, mais en tout cas, je pense qu'on perd quelques repères. La victoire, quel goût ça a? Ah bah, c'est très émouvant, en fait. Parce que déjà, quand vous faites une campagne, c'est physiquement très fatigant. Je pense qu'on ne mesure peut-être pas assez. Alors, encore plus, évidemment, quand vous êtes vous-même candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez bien, les candidats, même physiquement, sont très marqués à la fin d'une campagne présidentielle. Mais même nous, voilà, à l'échelle d'une campagne législative, à un moment, vous donnez tout, en fait. Donc, vous avez des semaines où, pour le coup, vous ne faites plus que campagne. Moi, concrètement, j'avais pris un congé sans solde, donc je ne faisais plus que ça pendant les 4 dernières semaines. Donc, vous vous réveillez, vous mangez, vous dormez, vous marchez, campagne électorale. Donc, c'est vrai que déjà, il y a un épuisement, vraiment une fatigue morale, physique et très, très intense. Puis, à un moment, déjà, la campagne s'arrête. Et là, il y a le juge de paix. Le jour de l'élection, je suis toujours, mais je pense que je suis pas la seule, dans un état un peu second, enfin, voilà, où à la fois vous avez des émotions avec des pics et parfois des bas, ça dépend, mais qui sont très, 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 très violents, en fait. La politique, c'est aussi parfois très violent dans les sentiments que ça peut générer. Très émotionnel. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que la victoire, à un moment, c'est aussi de se dire, voilà, le travail qu'on a fait, toute cette énergie qu'on a mise, ce qu'on a dit de nous, ce qu'on a montré de nous, on a des Français qui y ont adhéré. Et donc après, il faut essayer d'être à la hauteur de ça, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis parce qu'encore une fois,
même si sur des législatives, contrairement à des municipales, vous n'avez pas une équipe qui se présente avec vous, vous avez quand même une équipe qui vous accompagne et qui vous porte. Vous avez des dizaines et des dizaines de Français qui étaient pour certains jamais militants, qui sont allés tracter pour vous, qui ont fait du porte-à-porte, qui ont organisé des réunions d'appartements, qui sont allés coller à 1h du matin, qui ont fait les gares à 7h du mat. Donc il y a aussi ça, se dire, ok, ensemble, on a réussi quelque chose. Vous parliez de l'indépendance, c'est important pour vous d'être indépendant financièrement. La politique et l'argent, qu'est-ce que vous en pensez? C'est hyper tabou. Hein. Oui. Alors, non, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça justement que... Si on est très honnête, si vous voulez, moi je m'étais amusée à faire mon ratio, ramener au nombre d'heures travaillées. On peut pas dire que les politiques sont bien payées. C'est pas vrai. Mais c'est un débat qu'on peut pas avoir. C'est un débat qui est vu comme étant indécent, qui est vu comme étant à côté de la plaque, etc. Mais c'est aussi un sujet démocratique si on est un peu lucide. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'avoir des hommes et des femmes qui gagnent bien leur vie, suffisamment leur vie. Et c'est pas toujours le cas en politique. Combien de mes collègues... Après, c'est un choix. Donc, à un moment, c'est un vrai choix qu'on a fait. Mais clairement, ont perdu financièrement en devenant parlementaire. Alors, c'est vrai que le dire comme ça peut paraître presque brutal. Il y a beaucoup de Français qui gagnent bien moins que les députés. Je suis tout à fait consciente qu'on gagne, par rapport à la moyenne des Français, beaucoup d'argent. J'en suis tout à fait consciente et il faut être très lucide. Puis, de toute façon, il n'y a rien à cacher, nos salaires sont publics. Tout est public, nous, à l'Assemblée nationale, et je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose. Tous nos frais, maintenant, sont contrôlés, ce qui n'était quand même pas le cas auparavant. Hein. On a enfin mis des grilles extrêmement précises sur comment les frais avaient le droit d'être utilisés ou pas, à quelle fin. Ce qui est bien. Oui, c'est pas alors, attention. C'est vrai. Oui. C'est quand même un problème. Et après, il y a des élus, moi je vois notamment les élus locaux, ne sont pas rémunérés à la juste mesure. Je trouve qu'en tant que conseillers régionaux, on gagne trop d'argent. Voilà. Alors là, j'ai aucun problème à dire qu'honnêtement, on est trop payé. Parce que quand vous n'êtes pas vice-président de la région, quand vous êtes entre guillemets que conseiller régional, personne ne peut prétendre que c'est un job à temps plein. C'est pas vrai. Voilà, si vous êtes vice-président de la région, oui, là en effet, vous avez des fonctions exécutives qui vous imposent un rythme, etc., que je peux comprendre. Mais quand je vois qu'un conseiller régional gagne bien plus qu'un maire d'une commune de 1000, 2000, 3000 habitants, là, en effet, je trouve que ça fonctionne pas. Et je le vois, hein, moi j'ai 51 communes dans ma circonscription, beaucoup d'élus qui sont plutôt âgés et qui, sincèrement, là c'est pas du bluff, ont cherché à renouveler. Parce qu'on me dit, moi dans mon conseil municipal, j'ai ici un chef d'entreprise qui serait un maire formidable, sauf qu'à 45 ans, le potentiel maire formidable ne peut pas gagner 600 € en devenant maire. Parce que si jamais il devient maire, il pourra peut-être y consacrer une journée par semaine, et c'est pas simple pour lui. En parallèle d'autres activités professionnelles. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai statut d'élu, en vérité, qu'on n'a toujours pas. Ce que je vous disais, qu'il y ait plus de passerelles entre ce mandat d'élu local, le mandat d'élu national d'ailleurs, et la vie professionnelle, une forme un peu de reconnaissance des acquis, comme on l'a dans plein d'autres métiers où il y a une reconnaissance et une valorisation des acquis professionnels. Je crois que ça aurait vraiment du sens aussi dans la vie politique. Quelqu'un qui a été adjoint au maire pendant 6 ans, 12 ans, il a acquis de véritables compétences. Et c'est souvent un engagement qui lui a coûté en temps, parfois financièrement. Donc oui, ça reste tabou, mais je pense que ça devrait plus l'être si on veut favoriser aussi l'engagement dans notre pays. Pas en disant « faites de la politique pour gagner de l'argent », mais engagez-vous et ça ne vous coûtera pas. Et ça ne viendra pas freiner votre vie et votre carrière professionnelle par ailleurs. Quand vous vous êtes engagé en politique, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez eu peur de déplaire? Non, en fait, je pense que la question, elle se pose pas. Enfin, moi, je me la suis pas posée comme ça. Après, au moment des élections municipales en 2014, c'est quand même un truc un peu particulier quand vous allez coller vos propres affiches pour la première fois. Soit on est d'un narcissisme absolu, en extase, et on est en extase devant soi-même, soit à un moment, on regarde le truc en disant c'est quand même très étrange ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, dans la vie, il va y avoir des photos immenses de moi. Encore une fois, à part si vous avez une tentation autoritaire ou autre, ou un narcissisme vraiment très poussé, voilà, il y a un peu ça quand même, une espèce de... Tu sais, c'est bizarre, c'est pas naturel, c'est pas c'est pas habituel en tout cas. Et donc ça, en effet, je me suis dit après, déplaire, non, je pense que
Si on fait de la politique, c'est parce qu'on a des choses à dire. Sinon, il faut faire autre chose. Il y a plein de manières de s'engager. On peut trouver mille autres manières de satisfaire une volonté d'engagement, dans la vie associative notamment. Et on manque de gens qui ont envie de s'engager. Par contre, si on fait de la politique, c'est parce qu'on considère qu'on a, quelque chose en nous, qu'on a envie de porter, des convictions, des idées, des valeurs. Et si on a peur de déplaire parce qu'on les porte, dans ces cas-là, on n'est pas un bon homme ou une bonne femme politique. Et je pense qu'il faut faire autre chose. Et quelle est votre relation à l'exposition médiatique ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que... Je pense que c'est une nécessité. C'est-à-dire que on vit aujourd'hui à l'heure de l'immédiateté, de l'instantanéité. C'est très rare le moment qu'on est en train de vivre, on a du temps. C'est assez précieux d'ailleurs, mais c'est très rare. Et aujourd'hui, quand vous avez du temps, c'est quand vous avez une matinale où vous avez 22 minutes face à un seul intervieweur. Ça, c'est le meilleur format que vous pouvez avoir. Parce qu'avant, il y a de la pub, ou il y a des flash infos, etc. Donc en gros, c'est ça, 20-22 minutes. Et puis au pire, c'est un plateau où vous pouvez venir pour 15 minutes, où vous êtes 4 en débat avec 2 journalistes, on attend de vous en gros de la castagne, etc. Donc l'exposition médiatique, moi je suis devenue porte-parole en fait du groupe parlementaire dès mon élection en 2017. Richard Ferrand m'a demandé d'être porte-parole. Donc tout de suite, finalement, j'ai été exposée. Et en plus, on a eu des moments qui font que j'ai été très exposée parce que, en vrai, parfois dans les moments difficiles, on n'est pas si nombreux que ça à assumer d'y aller. Hein. Mais si vous êtes porte-parole que quand l'équipe de France gagne la finale de la Coupe du Monde, vous l'êtes pas très souvent quand même dans l'année. C'est même pas une fois par an. Donc il faut assumer d'y aller, y compris quand on prend des coups. Donc je pense que l'exposition médiatique, il faut pas la rechercher, mais il faut juste l'assumer en disant c'est une nécessité et ça permet à un moment de poser clairement, encore une fois, des convictions. Et c'est comme ça. Et après, je pense qu'il faut aussi accepter, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, de dire qu'il y a des formats, des émissions dans lesquelles il faut pas aller parce que ça n'est pas du débat politique. J'ai toujours refusé d'aller, par exemple, chez Monsieur Hanouna, parce que je considère qu'une émission où, à la fin, vous êtes jugé par des gens dont, en vérité, vous connaissez pas trop le parcours ni les idées, qui vont sortir une pancarte pour dire si oui ou non il faut rétablir la peine de mort, moi, j'ai pas envie de participer à ça. J'ai pas envie de le cautionner en tant que parlementaire en disant c'est comme ça que le débat public doit s'installer. Le simple fait que le débat présidentiel s'appelle Face à Baba, moi, je trouve ça terrifiant quand même. Et ça, je pense qu'il faut aussi, on a une vraie responsabilité, nous, sur la manière avec laquelle on choisit ou non de s'exposer. Est-ce que de nous, on a envie de dire ou d'exposer ? On n'est pas obligé non plus de tout raconter, de se raconter en permanence. Est-ce que vous vous mettez en danger ? Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que c'est une tendance danger, que vous ayez ? genre, l'aimez pas du tout. Vraiment pas. Vous savez, quand vous avez votre préfet qui vous appelle parce que vous recevez des menaces, qui vous dit voilà, votre domicile va être placé sous protection, il va y avoir des rondes de la gendarmerie de manière très régulière, et puis on va vous expliquer qu'il faut changer d'itinéraire régulièrement avec votre voiture, etc. Ce serait bien de nous signaler quand vous êtes à votre domicile ou quand vous êtes en déplacement. Enfin, c'est pas quelque chose que vous recherchez. Vraiment pas. Et puis, vous en venez aussi à avoir peur pour vos proches. Je me souviens justement d'une interview que j'ai faite chez mes parents parce que c'était pendant les vacances. Et j'ai dit, j'accepte de faire cette interview, mais je refuse que vous donniez la localisation. Et vous en venez à avoir peut-être un excès de prudence, mais parce que y a des gens qui nous menacent. Et qu'à un moment, entre la menace réitérée sur les réseaux sociaux et le passage à l'acte, vous savez pas, en fait, quand ça peut et si ça peut arriver. Vous êtes menacé. Vous avez déjà été menacé. Oui, malheureusement, mais vous savez, je crois que quasiment tous les parlementaires l'ont été, en tout cas tous ceux de la majorité quasiment. Après, oui, il y a eu des moments où ça a été très, très, très violent. En plus, moi, je me prends des menaces d'ordre différent. Il y a eu le moment des Gilets jaunes où là, pour le coup, l'exposition médiatique vous expose d'autant plus à la menace. Donc, je me suis interrogée en disant à un moment, est-ce que je dois continuer ou pas ? Et puis, je me dis, en même temps, je vais quand même pas faire ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que quand les gens vous menacent avec un but précis, ils vous menacent pour que vous changiez votre vote, ils vous menacent pour que vous veniez plus, ils vous menacent pour que vous vous taisiez. Donc, vous ne pouvez pas leur donner raison et légitimer quelque part la manière avec laquelle ils se comportent. Donc, j'ai eu ça. J'ai eu aussi, parce que j'ai des positions très claires sur les valeurs républicaines, sur la laïcité, des menaces islamistes. Il faut appeler un chat, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Menaces d'extrême droite. Malheureusement, je coalise parfois un certain nombre
de personnes. Et donc voilà, non, ça je le cherche absolument pas. Par contre, j'ai pas fait de la politique pour me planquer, quoi. Enfin, voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Il faut pas se surexposer, se mettre en danger. Déjà, je l'ai jamais fait. Vraiment, ne serait-ce que pour mes proches, en fait, pour ceux qui m'aiment, jamais je chercherais à me mettre délibérément en danger. Ce serait complètement inconséquent de ma part. Par contre, oui, malheureusement, il y a une forme de danger maintenant qui existe dans la vie politique. Et j'espère que ça n'empêchera pas aussi des gens qui auraient envie de s'engager et qui se diraient, en fait, je vais pas prendre le risque parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire menacer demain. Il y a une forme de danger, mais il y a peut-être une forme de courage aussi. On parlait de compétences. Peut-être que la politique, ça développe le courage. Je sais pas. J'espère. Moi, en tout cas, je sais pas, c'est plutôt aux autres de dire si on en a ou pas, plutôt qu'à soi-même. En tout cas, je pense qu'il faut défendre, encore une fois, ce en quoi on croit. Et on parlait tout à l'heure, je parlais de l'abstention, sur le fait que finalement on s'abstient parce qu'on a l'impression que les politiques, ils ont plus beaucoup de pouvoir sur le cours des choses, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus beaucoup de sincérité. Il y a un moment, vous êtes là pour quoi faire ? Vous êtes là pour défendre quoi ? À part vous-même, qu'est-ce que vous défendez ? C'est un peu ça qu'on nous dit parfois. Mais quand ils voient que vous avez des positions très claires, très tranchées sur un certain nombre de sujets, ça veut pas dire caricaturales, des positions tranchées, mais des positions assumées, et que vous les lâcherez pas, et que c'est pas lié ici à tel ou tel parti politique, parce que c'est des convictions profondes que vous avez. Je crois que ça, je sais pas si c'est une forme de courage, en tout cas, je pense que ça inspire un peu de respect sur ce que vous faites, et que ça permet aussi de montrer la sincérité et l'authenticité qui est la vôtre. Est-ce que vous vous sentez puissante ? Je sais pas. En tant que femme, en politique en tout cas, j'ai senti, femme et je sens un certain nombre de moments le pouvoir que j'ai eu, parce que quand vous votez la loi, parce que la manière avec laquelle j'ai fait modifier des textes, laquelle j'en ai écrit sur des sujets très différents, mais parce que, voilà, que ce soit sur la culture et l'audiovisuel, parce que c'est vraiment ces sujets-là que j'ai traités et sur lesquels j'ai choisi de me spécialiser en tant que députée. Des sujets qui me tiennent à cœur au regard de mon parcours, notamment sur la question des droits des femmes. On a définitivement voté un texte auquel personne ne croyait, qui était sur l'allongement des délais d'IVG et le fait que les sages-femmes aussi puissent pratiquer des IVG. Pour moi, c'est un texte important, en tant que députée, en tant que femme aussi. Eh bien ça, si on n'avait pas eu ce courage de le porter, eh bien, voilà, ce texte... il n'aurait pas pu aboutir. Donc, je ne sais pas si c'est la puissance, en tout cas, c'est vraiment un pouvoir d'agir. Je sais que sans nous, ce texte, il n'aurait pas pu sortir. J'ai beaucoup travaillé avec les associations, ce qui n'a rien à voir sur la question de la lutte contre la maltraitance animale. De la même manière, là, c'est une pure initiative parlementaire, c'est une proposition de loi qu'on a travaillée. Voilà, donc là, on se dit, concrètement, il y a des choses qui ont pu évoluer. C'est quand même assez fascinant, d'ailleurs. Et c'est un peu vertigineux, parfois, aussi. C'est-à-dire, il y a des choses qui concrètement ont pu évoluer dans mon pays parce que j'étais là. Et parce que j'ai agi et parce que collectivement on a agi. Et voilà, sur la culture, sur l'audiovisuel, sur l'éducation, sur le bien-être animal, sur les violences faites aux femmes, les droits des femmes, ça a été clairement le cas. Et voilà, il y a des choses quand même qu'on a réussi à faire bouger. L'amour on passe à l'amour, pour vous, quelles sont les conséquences de l'amour ? Conséquences de l'amour, oh là là. Quand l'amour est réciproque, c'est une protection formidable. Quand vous êtes aimé, quand vous aimez, c'est quelque chose qui vous protège, qui vous porte. Et je pense que sans ça, encore une fois, on n'a pas le même parcours de vie, évidemment, et même parcours politique. Et moi, j'ai eu la chance d'être très aimée par mes parents. Enfin, je sais que c'est une chance inouïe dans ma vie d'avoir eu une cellule familiale. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parfois on s'engueule pas, mais voilà, il y a une forme d'inconditionnalité de l'amour de mes parents vis-à-vis de moi et de moi vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est pour le coup très puissant. Et qui vous donne de la force, non ? C'est ce qui est votre force aujourd'hui. Une force immense. Et puis l'amour de mon compagnon. Enfin, voilà, ça c'est l'amour de mes amis. Enfin oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amour autour de moi. Vous êtes enfant unique ? Vous avez des frères et sœurs ? Non, je suis enfant unique. Enfant unique. Et qu'est-ce que vous avez retenu de l'école ? Moi, j'ai toujours aimé l'école.
J'ai toujours aimé ça. Moi, j'étais impatiente de revenir à l'école le lundi matin. J'étais impatiente d'apprendre. Je crois que c'était une liberté incroyable. Mais parce que c'est aussi très lié, encore une fois, à l'éducation que j'ai reçue. Donc, mes parents n'ont jamais voulu faire de moi un petit singe savant. Ils m'ont jamais inscrite volontairement à 45 activités par ailleurs. Donc, j'ai eu le droit de faire ce que j'aimais faire, d'arrêter ce que j'aimais plus faire. C'est pourquoi je m'estimais pas tout à fait douée, etc. Donc, j'ai pu tester plein de sports différents, faire du théâtre, etc. Mais l'école, moi, c'est des moments de ma vie, notamment, je me souviens, voilà, l'école maternelle, l'école élémentaire, enfin, c'est des moments qui restent des moments assez magiques. Puis c'est assez magique d'apprendre. Enfin, on apprend toute sa vie, certes, mais la première fois que vous savez lire, c'est incroyable. En termes d'autonomie, de liberté. Vous avez conscience que c'était formidable, que ça allait vous faire progresser de cette découverte. Oui, mais parce que, encore une fois, je pense que l'école, elle a été tellement corrélée à ce que j'avais chez moi, qu'il y avait cet aller-retour, cette résonance en permanence. C'est-à-dire que j'apprenais, et puis du coup, ça permettait de renforcer aussi le dialogue que je pouvais avoir avec mes parents. Moi, ils ont une éducation, ils ont jamais voulu me considérer comme un bébé. Donc, on appelait un cheval et pas un dada, par exemple. C'est un exemple parmi bien d'autres. J'ai toujours eu le droit d'être aux tables des adultes, de participer aux conversations des adultes. Alors après, j'avais ma place d'enfant, évidemment. Je n'ai pas un avis sur tout, mais j'ai le droit de parler. Il y a beaucoup de familles où, en général, on dit à l'enfant, soit il mange avant, soit on dit, tu tais surtout, tu peux écouter, mais t'es sage, hein, tu te tais. Moi, c'était pas ça. Et je sais que là encore, c'est une chance inouïe. J'avais pas en effet de frères ou de sœurs, donc j'ai été beaucoup stimulée par des adultes en fait. J'ai un écart qui à l'époque, aujourd'hui c'est normal, mais un peu important avec mes parents. J'ai 40 ans d'écart avec mon père, 36 avec maman. Il y a une époque où les parents étaient plus jeunes en général. Et du coup, j'étais dans un monde très adulte en fait, très jeune. Et ça a été très stimulant. Et l'école, elle a été fondatrice de manière évidente. En corrélation avec vos parents, tout ça, ça vous a donné confiance en vous. Ah oui. En qui vous êtes. Ouais, c'est le bon mot. Et c'est quand même très important dans la vie. J'ai pas fait partie de ces enfants qui avaient peur d'aller à l'école. Alors oui, quand j'avais une mauvaise note, ça m'arrivait pas trop souvent. Mais j'étais, alors là, liquéfiée. Mais je me suis jamais fait engueuler par mes parents parce que j'avais une mauvaise note. Je me serais fait disputer si j'avais pas bossé. Ça, j'avais pas le droit de pas travailler. Fallait bosser. Ils vous ont donné la valeur du travail. Ah oui, ça, fallait bosser à la maison. Ça, oui. J'avais le droit d'échouer. Moi, j'ai eu aussi cette chance-là, parce qu'en France, c'est compliqué, l'échec. La relation à l'échec, on l'a interrogé tout à l'heure dessus, un peu marqué au fer rouge quand on échoue dans ce pays. On peut perdre confiance aussi. Et du coup, évidemment, parce que si la société vous renvoie en miroir que vous êtes un loser absolu, etc., en fait, on se construit aussi dans l'échec. Et on s'en relève, et on s'en remet, et c'est pas grave. Mais la société, je trouve, française, a encore du mal avec ça. La réussite est souvent jugée coupable, mais l'échec est vraiment vu comme presque une faute. Ah non, en fait, l'échec, il y a plein de raisons qui peuvent y conduire. Et le fait que, voilà, enfant, on m'ait jamais dit t'es une mauvaise élève parce que t'as une mauvaise note. Enfin, j'ai jamais eu ça. Il y avait travail. Il y a toujours, d'ailleurs, des choses qui me disent. Mais à partir du moment où je travaillais, j'avais le droit de pas tout comprendre tout de suite. J'avais le droit d'avoir parfois une mauvaise note, etc. Et oui, ça permet vraiment de prendre confiance en soi. Et à quoi vous vous raccrochez pour avancer ? Pour pas lâcher, pour quand des moments durs, vous savez, où vous dites... Parce que vous avez des convictions. C'est vos convictions qui vous font... Mais sinon, vous tenez pas... Enfin, en gros, mais à quoi vous servez sinon ? Enfin, non, mais vraiment, j'en suis intimement persuadée. J'espère que les gens, d'ailleurs, peuvent en être convaincus aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déçu parce qu'on a l'impression qu'ils défendent pas grand-chose. À part, encore une fois, le fait d'être réélu. Et ça fait tellement de mal à la politique, en fait. Peut-être, encore une fois, si je me représente, que je serais battue. Et ça me paraîtra follement injuste, si c'est le cas, parce que je me dirais, mais regardez tout ce que j'ai fait, comment j'ai travaillé, l'engagement qui a été le mien, etc. Mais, voilà, encore une fois, ce que je vous disais, je suis consciente qu'en 2017, on a battu des gens qui ne méritaient pas de l'être. Et donc, il faut en être conscient et l'avoir en tête que c'est jamais acquis, que ça reste une élection, qu'il y a tellement de circonstances, etc. Mais vous tenez, parce qu'à un moment, vous croyez en ce que vous défendez. Et sinon, faites autre chose. Voilà. Et puis après, il y a en plus plein de manières de s'engager. Mais il ne faut pas être en politique juste parce qu'on se dit qu'on a envie d'un mandat électif ou parce qu'on veut ajouter sa photo dans un ministère, etc., qui finira en noir et blanc. Enfin, c'est rarement comme ça qu'on gagne. Mais c'est rare. Je sais pas. Ah. Je sais pas.
Ce serait mieux que ce soit pas comme ça. Moi, je crois que tous les hommes et les femmes politiques sont très engagés et ont plein de convictions. J'ai besoin de croire ça, là. Je sais pas s'ils le sont tous, pour être très honnête. Je sais pas. Moi, j'ai eu la chance d'appartenir à une majorité qui est très différente des majorités qu'on a pu connaître par le passé. Profondément renouvelée, féminisée, beaucoup de gens qui venaient de la société civile, etc. Qui a été beaucoup moquée, beaucoup caricaturée aussi, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément les codes initiaux de la vie politique, donc ça dénotait peut-être parfois un peu. Mais des gens qui ont bossé, quoi. Moi, je suis très impressionnée par mes collègues et la manière avec laquelle ils sont emparés de ce mandat. Moi, j'ai eu la chance d'être un peu préparée à ça. J'avais une vie professionnelle dans le privé, mais voilà, j'avais fait Sciences Po, je connaissais un tout petit peu cette maison, j'avais un parcours militant, j'avais un engagement. Donc, je m'étais préparée et je voulais devenir députée et je savais pourquoi je le voulais. Alors que j'ai des collègues pour lesquels c'est un peu tombé dessus parce qu'ils se sont engagés pour la première fois en 2016 avec le président de la République, à l'époque candidat, et qu'on leur a proposé d'être candidats aux législatives, qu'ils y sont allés avec une forme de candeur, qui connaissaient pas cette maison, qu'est l'Assemblée, ses codes, son mode de fonctionnement, et qui ont énormément bossé. Et j'ai trouvé très très injuste le procès en forme d'incompétence, etc., qu'on nous faisait, comme si on avait remplacé que des gens qui étaient formidablement compétents. C'était pas tout à fait le cas non plus. Liberté, égalité, fraternité, lequel vous choisiriez si vous deviez en choisir qu'un? Je garderai la liberté, parce que pour moi, il permet les autres. Ça, j'en suis persuadée. C'est-à-dire que je pense que si on n'est pas libre, il n'y a pas de possibilité d'égalité des droits dans notre pays et d'émancipation. Si on n'est pas libre, il n'y a pas la capacité à créer la fraternité, la solidarité, qu'elle soit entre les territoires, qu'elle soit générationnelle. Donc, pour moi, les trois, de toute façon, vont ensemble. Moi, j'ajouterais laïcité, parce que voilà, je suis très convaincue du fait que c'est vraiment un creuset aussi républicain extrêmement puissant. Et si on avait vraiment qu'un sous la torture, oui, ce serait la liberté. Le bonheur, comment se résume-t-il pour vous? Vous posez des questions qui sont pas simples. Non, mais le bonheur, je crois que c'est juste d'aimer la vie qu'on a, en fait, et de mesurer la chance qu'on a de l'avoir. Et moi, j'ai la chance, à 35 ans, d'être parlementaire. Je sais à quel point c'est exceptionnel au sens propre du terme. J'ai la chance d'être très bien entourée dans ma vie personnelle, d'être très bien entourée aussi par mon équipe qui travaille à mes côtés. Donc, le bonheur, c'est peut-être juste ça. C'est de savoir savourer aussi la vie qu'on a réussi à construire, la vie qui est la nôtre, et mesurer la chance qu'on a. Et je crois que la période actuelle nous invite beaucoup, beaucoup à mesurer quand même la chance qu'on a. Et donc parfois, dans notre pays, on est un peu frileux à assumer justement cette chance-là. Et demain, qu'est-ce que ça vous inspire demain ? Demain, il y a l'immédiat demain. Donc demain, il y a cette campagne présidentielle. Et donc, il y a ce combat d'idées qu'on doit avoir parce que, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au tout début. On a aujourd'hui 2 candidats d'extrême droite qui pourraient se qualifier au second tour de la présidentielle. Si on considère ça comme anodin, c'est très inquiétant pour notre avenir. Donc demain, il est quand même aussi très lié à ce qui peut se passer dans cette campagne, le climat qu'on aura aussi dans les semaines qui viennent, la capacité qu'on aura aussi à avoir une vraie campagne présidentielle malgré la violence des images et les risques, évidemment, pour notre continent. Mais il faut qu'on ait ce débat. Parce qu'il faut que ça clarifie les idées, que ça clarifie les partis, que ça clarifie les prises de position des uns et des autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc demain, c'est presque aujourd'hui, en fait. C'est d'abord cette campagne présidentielle, parce que si on ne fait pas les bons choix demain, après-demain va être quand même beaucoup plus compliqué. Et à quoi rêvez-vous ? J'ai plein de rêves encore. J'ai des métiers que j'ai pas fait et que je rêve de faire. J'aurais rêvé d'être scénariste. Voilà, ça c'est peut-être qu'un jour, vous allez écrire des dans films 10 ans, dans 15 ans. Ouais, ça c'est un vrai rêve. Meurtre à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas meurtre, c'est amour, allez savoir. Conte de fées à l'Assemblée nationale. Ça peut arriver. Mais oui, ça, voilà, il faut avoir des rêves. Certains peut-être inaccessibles, d'autres non. Il faut avoir des désirs, il faut savoir par quoi on est animé. Donc oui, ça, il y a heureusement encore quelques rêves qui sont loin d'être assouvis. Aurore Berger, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet entretien. Puis j'espère à bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.